Amis de la radio, bonjour. Ça fait très longtemps qu'on me la réclame et tout arrive pour qui sait attendre. Donc voici la 4e épisode de la série sur ce petit récepteur radio dont je décortique le schéma petit à petit. Donc là, on va finir de regarder la partie BF. Et cette partie de BF utilise en grande partie des transformateurs interétages, des transformateurs BF, transformateurs qui servent à adapter l'impédance. Donc déjà, on va regarder un petit peu ce que c'est que cette histoire d'adaptation d'impédance. Et après, on va regarder le schéma et faire quelques mesures sur cette partie BF. C'est parti. Pour bien comprendre cette histoire d'adaptation d'impédance, il faut déjà comprendre que toute source de signal électrique, quelque part, c'est aussi une source de puissance. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une tension qui éventuellement peut fournir un courant, aussi faible soit-il. Et on les schématise souvent de la façon suivante, c'est-à-dire que sous forme d'une source de tension qui pourrait donner un courant en théorie infini, et une résistance interne qui est comme ça schématisée en série. Alors, on les schématise comme ça, dans la réalité, c'est pas comme ça. Si on regarde une batterie de voiture, par exemple, batterie de voiture, elle a une source de tension, on va dire, mettons de 12 volts, qui en théorie pourrait donner un courant infini, mais en série avec une résistance interne. Cette résistance interne, c'est la somme des résistances de connexion, des résistances des plaques, des résistances dues au système chimique, et ainsi de suite. Mais enfin, on peut toujours donc le schématiser ici comme ça. Et derrière, on va utiliser donc ce signal électrique sous forme d'une résistance de charge. C'est-à-dire que forcément, pareil, qu'elle soit faible ou forte, quand on va venir se brancher sur cette source de signal, et on va venir ici consommer un courant. Donc là, par exemple, dans mon exemple, j'imagine une source qui ferait 1 volt de tension avec une résistance interne de 1 ohm. J'ai utilisé Excel vite fait pour simuler justement ça en faisant varier, on voit ici en bas, la résistance de charge de 10 ohms à 0 ohm. Et on peut voir ici en bleu la tension aux bandes de la charge, en violet ici le courant dans la charge, en vert la puissance dissipée dans la charge et en bleu ici la puissance dissipée dans la résistance interne. On voit que quand la résistance ici est très forte par rapport à la résistance interne, on a quasiment un maximum de tension, et que plus on va diminuer la charge, plus cette tension va diminuer, plus le courant va augmenter. On voit aussi que, comme par hasard, au moment où ça se croise, c'est ici qu'on a aussi la puissance maximum, qu'on voit ici en vert. De même aussi, c'est là que ça se croise avec la puissance qui est perdue dans la résistance interne. Et voilà, j'ai fait ici ce trait rouge, et comme par hasard, on voit que c'est quand la charge est de 1 ohm. C'est-à-dire que quand la résistance de charge est égale à la résistance interne, c'est là qu'on a le maximum de transfert de puissance. Alors c'est pas terrible, on va voir que le rendement là il est de 50%, mais c'est ici qu'on pourra tirer le maximum possible de puissance par rapport à la charge. D'ailleurs, je ferai peut-être un jour une vidéo là-dessus. Le fait d'utiliser Excel et des graphiques comme ça pour résoudre des équations, ça s'appelle une résolution d'équations par une méthode graphique, c'est quelque chose de très visuel et qui des fois évite des calculs très fastidieux. C'est ce que j'ai utilisé ici. Donc le fait d'avoir une résistance de charge égale à la résistance interne, c'est pas toujours ce qu'on cherche. En fait, regardons un petit peu les 3 cas qui peuvent arriver. Si ici la résistance de charge elle est grande par rapport à la résistance interne, on aura une tension de sortie qui sera très proche de ce que peut donner la source au maximum. On aura un courant de sortie qui sera très petit par rapport au courant max qui peut être fourni. Et pareil, la puissance qu'on récoltera en sortie sera très faible par rapport à la puissance max qu'on pourrait avoir. Mais c'est quelque chose qu'on va faire très souvent. C'est le cas d'une alimentation, par exemple. Une alimentation, on cherche à avoir une résistance interne la plus faible possible, mais le but est de tirer dessus ce qu'elles peuvent donner au max. Bon, en même temps, là c'est un petit peu faussé l'idée, parce que la charge, enfin je veux dire, c'est pas quelque chose de linéaire. Une alimentation, quand on va à un moment donné lui tirer trop sur la tronche, elle va complètement souvent s'écrouler. Mais c'est du fait que la résistance interne, elle n'est pas linéaire. Mais enfin, dans la zone où elle est linéaire, le but ici, c'est justement qu'elle soit faible par rapport à ça. Et ce qu'on cherche, c'est avoir une tension maximum par rapport au courant qu'on veut. Et c'est aussi le cas, par exemple, d'une sonde d'oscillo, d'un ampli de mesure. L'idée, c'est de perturber ce qu'on mesure le moins possible. Donc, on va avoir des impédances qui sont très hautes. Une sonde d'oscilloscope en x10, elle représente 10 mégohms. C'est très très haut.
Mais là, ce qu'on veut mesurer, c'est une tension, justement. On ne veut surtout pas prélever du courant. Si la résistance de charge elle est très petite, à ce moment-là, c'est le contraire. On va avoir une tension de sortie minimum, voire, on l'a vu, pourquoi pas zéro. Le courant de sortie maximum, mais encore une fois, ici, la puissance qu'on a, elle est très basse par rapport au max. On va retrouver dans des générateurs de courant, quand on fait un shunt quelque part. C'est un peu bizarre comme explication, mais c'est pareil. Le but, là, c'est de prendre que du courant. Si par contre, la résistance de charge, elle est égale, et bien là, on voit que ce qu'on va avoir, c'est que la tension et le courant seront au maximum de ce qui est possible d'avoir. Donc la puissance dans la charge sera aussi au maximum possible. Maintenant, le rendement total n'est pas terrible, parce que c'est 50%. C'est-à-dire que de la puissance totale qui serait dissipée, il y en a la moitié qui va être dans la résistance interne, l'autre moitié dans la charge. Donc c'est pas terrible au niveau rendement, mais c'est comme ça au moins qu'on a le max possible. Et ça, on va retrouver ça justement dans des couplages inter-étages et justement dans notre petit poste de radio. Quelque part, c'est un peu ce qu'on veut. On veut récupérer le max de puissance possible. Donc ce qu'il faut retenir rapidement, c'est cette histoire d'adaptation d'impédance. Il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut avoir plutôt de la tension, plutôt du courant, plutôt de la puissance? C'est en fonction de ça qu'il faut le faire. En continu, on parle plutôt donc de résistance. Et si on cherche le maximum de puissance que peut donner la source, il faut que la résistance de charge soit égale à la résistance interne. En alternatif, on parle d'impédance. Et le principe, c'est le même. Si les impédances d'entrée et de sortie sont identiques, on aura le maximum de transfert de puissance. Alors là, c'est pareil. Là, je parle plutôt en continu ou en BF. En HF ou dans le cas des lignes de transmission, l'adaptation d'impédance, ça ne sert pas simplement à avoir le maximum de puissance. Ça va éviter des phénomènes, en particulier ce qu'on appelle les ondes stationnaires. Et là, c'est vraiment impératif d'adapter les impédances, sinon, je veux dire, en plus de cette histoire de puissance, on aura des tas de problèmes. Enfin, on ne va pas en parler ici. Comment on fait pour adapter les impédances? Alors, en gros, il y a deux manières. Il y a une manière qu'on appelle passive ou active. Passif, ça veut dire qu'on va utiliser que des composants passifs, des résistances, des condensateurs, des selfs, mais le prix à payer, c'est qu'il y aura toujours de la perte. Quoi qu'on fasse, ces composants-là, une résistance, elle dissipe une partie d'une puissance en chaleur, donc à la fin, on aura toujours moins. Si on adapte par exemple pour avoir le maximum de puissance, c'est vrai qu'on l'aura, mais quelque part, on aura de la perte. Après, si on ne veut pas avoir ces pertes, on peut faire des adaptations actives, par exemple avec un amplificateur ou quelque chose comme ça. Mais là, pour le coup, il y a une consommation d'énergie. BF ou même en HF, une des solutions, par exemple pour la BF ici, consiste à utiliser un transformateur BF. Transformateur qui va transformer quelque part du courant alternatif dans un flux magnétique qui lui-même, vu que c'est réversible, dans un autre bobinage, pourra le reconvertir. Alors ça a des tas d'avantages de faire ça. En plus de l'adaptation d'impédance, on va avoir une isolation galvanique qui va permettre d'avoir ou des masses isolées ou des niveaux de tension continue différents. On va voir que dans le cas du petit poste, là c'est ce qui nous intéresse. C'est souvent aussi utilisé justement pour éviter ce qu'on appelle les boucles de masse. C'est pas le but ici de la vidéo. Mais c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé, peut-être moins maintenant, mais enfin même maintenant, on pourrait aussi l'utiliser pour ça. Ça va aussi permettre, et on va voir que c'est aussi utilisé dans le petit poste, selon le sens du bobinage, on peut avoir une sortie déphasée de 180 degrés, c'est-à-dire inverser complètement la phase, ou avoir plusieurs sorties, justement plusieurs bobinages. Et généralement, c'est comme quelque chose qui ne coûte pas très cher. Alors maintenant, encore une fois, tout est relatif. Ça ne coûte pas très cher dans des petits transfos comme ceux qui sont utilisés dans le poste, mais ils ne sont pas non plus d'une super qualité. Après, plus on va vouloir avoir des transfos BF de bonne qualité, plus le prix va augmenter de façon exponentielle. L'inconvénient, c'est quoi? Ça a une bande passante limitée. Donc voilà, on ne peut pas avoir de 10 Hz à 10 GHz avec un seul transfo. L'impédance va varier selon la fréquence, c'est une self. Je rappelle qu'une self, son impédance, elle varie avec la fréquence. Donc ça, c'est des fois quelque chose qui est intéressant, mais ici, pas forcément. Il y aura forcément des pertes magnétiques, des pertes ohmiques, parce que le bobinage du transfo, il a une résistance en ohms, comme une résistance, donc ça fait aussi des pertes. Ensuite, comme c'est un bobinage, quelque part, il va être récepteur et émetteur de rayonnement radioélectrique. Alors ça, ça peut être gênant, d'abord parce que ça peut soit générer des parasites, soit
aussi les récupérer. Alors pour ça, éventuellement après on peut les blinder, enfin c'est pareil, c'est pas forcément toujours facile. Et à cause de plein d'imperfections, on va pas rentrer non plus dans le détail, il peut y avoir de la distorsion ou de l'altération du signal. C'est pour ça que les audiophiles, souvent, il y en a, ils sont complètement contre le fait de mettre des transformateurs ou même des condensateurs dans le trajet du signal. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Je mettrai un lien dans la vidéo sur l'excellent site Sonelec là, qui a fait une page très intéressante sur les transfo BF. Et bon, j'ai pas de valeur ajoutée à répéter ça. Ceux qui veulent plus de détails pourront aller voir cette page. Revenons au schéma de ce petit poste. On s'était arrêté ici sur justement la charge de ce transistor-là qui était constituée par le primaire là, de ce transformateur. Et justement, comme on peut le voir ici, on va exploiter le transformateur pour avoir, en plus de l'adaptation ici d'impédance, avoir la possibilité là d'avoir deux enroulements qui vont être en opposition de phase, sachant que quand ici ça sera la phase positive, et ben ça va commander ce transistor là, et pour l'autre, et ben ça sera celui-là. Donc là on voit que c'est deux enroulements avec ici un point milieu. Alors ces deux transistors ici, ils sont aussi polarisés, donc comme on l'a vu, en classe B. Alors pourquoi? Parce qu'on voit que là, il y a cette résistance ici qui vient faire passer du courant ici dans la diode 1N4148. Donc ici, il y aura environ 0,6 volts. Et 0,6 volts, comme par hasard, c'est la même tension de seuil que la jonction base émetteur ici des transistors. Donc on va dire que grâce à cette polarisation qui va passer via ici les bobines, je veux dire, ils sont quasiment en limite du seuil de conduction, comme je vous ai montré sur les polarisations. Et dès qu'ici, il va y avoir une tension soit positive ici, soit positive ici, et ils vont devenir passants. Et ils vont, pareil, aller dans une charge qui est un deuxième transformateur adaptateur d'impédance ici, qui va permettre là de commander la sortie, ici le haut-parleur. Voilà, c'est ça le principe. Alors pourquoi aussi là ça sort sur un transformateur? Un haut-parleur, c'est une charge de 8 ohms, c'est une charge qui est très basse. Si on voulait le commander directement, c'est-à-dire qu'il faudrait commander avec un courant relativement fort ici des transistors, ce qui nécessiterait des transistors plus puissants, donc probablement d'autres semi-conducteurs, parce qu'il faudrait un Darlington, quelque chose comme ça, et ça compliquerait. Alors qu'ici, utiliser un transformateur, ça simplifie. C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple très souvent dans tout ce qui va être les amplificateurs à tubes. Les tubes par exemple, souvent ils utilisent plutôt des tensions assez élevées avec des courants relativement faibles, et la quasi-totalité des amplis BF à tubes, en sortie, ils utilisent aussi un transformateur pour commander le haut-parleur de sortie. En même temps, ça fait une isolation galvanique, et c'est plutôt intéressant, ça évite, si on touche la sortie du haut-parleur, de se prendre du 300 volts dans les poilus, ce qui n'est pas toujours sympathique. Enfin bref, là c'est pas le propos. Donc voilà, tout système. Donc là on peut voir, quelque part c'est un push-pull en classe B, donc ici, qui est commandé par ce système-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va le monter, puis on mettra ici des sondes d'oscillo ici et aussi justement sur la sortie, ce qui va nous permettre de regarder les différentes formes de signal. Alors pour monter ça, c'est assez simple, on voit qu'il faut ici rajouter là les deux transistors et ici le transformateur de sortie. Alors attention, là on peut plus se tromper maintenant, mais il y avait aussi donc là c'est le transformateur de couleur rouge qu'il faut mettre. Alors allons-y pour ça. Et bon voilà, donc j'ai tout monté. Alors, on fera quand même attention, c'est pas tous les mêmes transistors, ils se ressemblent tous parce qu'ils ont tous le même boîtier, mais il faut faire attention, c'est pas les mêmes modèles, il faut bien regarder les références qui est dessus. Donc là j'ai branché un générateur à l'entrée, j'ai branché le haut-parleur, alors voyons ce que ça donne. Et là si on augmente le volume, et voilà, ici on voit qu'on a un signal, donc là j'ai 1 millivolt à l'entrée, on voit qu'on a déjà un bon son. Et là j'augmente, voilà. Alors la consommation bien sûr augmente, mais on voit que ça fonctionne bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais remplacer le haut-parleur par une résistance de 8 ohms,
et on va regarder un petit peu les différents signaux avec l'oscilloscope, parce que là, sinon on va pas s'entendre. J'ai branché l'oscilloscope aux endroits stratégiques, donc la voie du haut, ici, la voie jaune, c'est l'entrée. Alors bon, elle est un petit peu parasitée, hein, parce que j'ai branché ça un peu vite fait. Et là, il y a un signal de 2 millivolts en entrée. Ici, j'ai mis les deux sorties là, du transfo symétrique, donc en gros, c'est les bases des transistors de l'amplificateur. Et ici, le signal de sortie. Alors déjà, un truc qui est intéressant, là, je vois que je suis à peu près au max avant que ça sature, hein, à peu près. Enfin, on peut encore aller à peu près jusque là, mais après, ça commence vraiment à saturer. Donc, on va dire, on va rester à peu près ici. Donc là, on voit que pour un signal de 2 millivolts crête à crête en entrée, on a 2 volts crête à crête en sortie. C'est-à-dire qu'un gain en tension déjà de 1000, hein, ce qui est déjà pas mal. Et si on regarde 2 volts crête-crête sur une charge de 8 ohms, ça fait à peu près 350 milliwatts, ce qui est plutôt pas mal pour un petit ampli comme ça. Alors là, on regarde, on voit bien, ce que je disais, c'est que les deux sorties là, sur le transfo sont symétriques, on voit qu'elles sont bien en opposition de phase. Hein, on voit que si on les superpose comme ça, voilà, on voit qu'elles sont bien complètement inversées. Et ce qui explique que bah, chaque transistor prend sa part ici, il travaille une fois sur deux en fait pour la partie positive du signal, mais comme si c'est inversé. Ici, on a donc fait le tour ici de l'amplificateur BF. Et Maurice, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai compris. Maurice me fait remarquer que j'ai oublié de parler de C12 et C11, les deux condensateurs qui sont ici. Alors, regardons à quoi ils servent. Et bien voilà Maurice, la réponse à ta question, elle est là. Pour le faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai branché mon générateur de signal en wobulateur. Un wobulateur, hein, l'idée c'est de faire varier la fréquence ici de 50 Hz à 20 kHz. Et comme ça permet de regarder en gros la courbe de réponse de l'amplificateur. Et en haut ici, c'est la courbe de réponse sans les condensateurs. Et on voit qu'elle est quasiment linéaire. Et quand je rajoute les deux condensateurs en question, voilà ce que j'obtiens. Et là, on voit que les basses sont très très nettement favorisées. Et alors pourquoi ça? C'est parce que c'est pour améliorer la qualité sonore. En effet, ces petits haut-parleurs, ils ont des bandes passantes audio qui fait qu'ils passent beaucoup plus les aigus que les graves. Et alors là, l'idée, c'est comme on peut pas tellement, je veux dire, amplifier plus les graves, l'idée c'est qu'on atténue les aigus quelque part. Et voilà, on voit très bien ici, hein, sur le truc, que les fréquences, là, j'irais jusqu'à à peu près, on va dire 300-400 Hz, elles sont vraiment augmentées, alors qu'après, les aigus sont de plus en plus atténués. Et voilà, le but de ces condensateurs, c'est tout simplement de modeler hein, la bande passante de façon à améliorer la qualité des... Bon, et ben on avance. On peut dire qu'on a fini ici toute la partie BF. Et c'est terminé. Et ça, c'est une bonne nouvelle quelque part. Parce que grâce à ça, on va vraiment pouvoir s'intéresser dans le prochain épisode à la partie radio. En effet, hein, je rappelle, on a vu toute la partie alimentation, donc toute la partie IBF. Donc là, c'est bon, hein, parce que c'est une série sur la radio, mais on n'a pas tellement parlé, à part peut-être un tout petit peu ici la détection. Dans le prochain épisode, on va réellement rentrer dans le vif du sujet et commencer à parler vraiment de cette partie ici qui concerne vraiment la partie réception. J'espère que ce petit épisode vous aura intéressé, j'espère sincèrement que oui. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à syrup.org. Hein. J'ai dépassé là, les 3000 abonnés sur la chaîne, vous êtes plus de 130 sur le groupe Facebook. Je vous remercie et j'espère que je continuerai à vous intéresser avec mes vidéos. Malheureusement pour tout le monde, les vacances se terminent. Pour ma part, j'en ai déjà bouffé plus de la moitié, mais bon, il fait beau, la mer est bonne, profitons-en. Que le grand couple or, Dieu des impédances, vous harmonise avec l'univers et à la prochaine sur ma chaîne.